Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, le soleil brille, le temps est radieux. J'espère que vous allez en profiter parce qu'on a grand besoin, après tous les événements qu'on a subis cet année dernier, si le temps s'améliore, alors nous aussi, nous devons nous améliorer. Alors hier, précisément, j'ai été invité à une réunion de présentation de vœux de l'OPCO. L'OPCO, peut-être vous ne connaissez pas ce que ça veut dire, mais si vous avez eu connaissance de l'époque où il y avait la GFOS PME, eh bien, l'OPCO a remplacé la GFOS PME et c'est devenu une structure très importante. Et le terme exact de l'OPCO, c'est opérateur de compétences des entreprises de proximité. Et quel est l'objectif de l'OPCO? C'est de financer la formation professionnelle en alternance, notamment pour les apprentis. Alors, il y a des entreprises qui ne prennent pas d'apprentis, mais il faut qu'ils sachent que quand vous avez un apprenti selon la loi, maintenant, vous bénéficiez d'une année gratuite, c'est-à-dire que vous ne payez pas l'apprenti pendant 1 an. C'est l'OPCO qui prend la charge de l'apprenti pendant 1 an. Et vous le formez, et à partir de la 2e année, l'entreprise a une contribution à payer à l'apprenti qui devient un salarié. Il y a un contrat de salarié, un contrat entre un patron et un salarié. À partir du moment où l'apprenti commence à être opérationnel dans l'entreprise, le patron est tenu de lui donner un salaire. Il est évident que ce n'est pas le même salaire que le SMIC, mais on lui donne un salaire à partir d'une base horaire et l'apprenti peut suivre sa formation en alternance dans l'entreprise et en formation. Donc l'OPCO est une organisation très importante. Mais j'ai été effaré d'apprendre hier que l'ensemble du monde politique a reçu une invitation. Les maires, l'association des maires, la région, le département, les EPCI, les OPCI, tout ce monde a été invité et il n'y a pas eu un seul représentant politique. Pas un seul représentant politique. Et on entend à longueur de journée qu'il nous faut aider les jeunes, il nous faut en quelque sorte réduire le chômage, et ces gens qui nous racontent ça toute la journée ne daignent pas se rendre auprès des structures qui sont en mesure de non seulement de leur apporter des financements, mais de leur proposer des stages, de leur proposer des formations qui permettraient à cette jeunesse qui est dans la rue de trouver un point d'ancrage. Alors, la semaine dernière, je vous parlais de ce projet guadeloupéen de société qui a été créé depuis en 2012 et qui est resté dans un tiroir. Je l'ai dit ici, et monsieur, un des experts qui participe à l'émission de RCI, a rappelé que ce projet de société existe depuis 2012. Le politologue bien connu l'a rappelé. Donc, c'est pour vous dire que nous avons des outils. Nous avons des outils qui sont à notre disposition pour améliorer la situation de la Guadeloupe
et des Guadeloupéens. Il ne suffit pas de constituer des structures telles que le conseil régional de l'emploi, qui est sous la tutelle du conseil général régional, et ne pas faire fonctionner ces structures-là, et ne pas venir dire à longueur d'antenne que nous avons fait, mais nous avons en principe, en réalité, pas fait grand-chose. Alors, l'OPCO en question est une structure très importante et je vous assure qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui sont disponibles pour former nos jeunes qui restent là en attente et qu'à la fin de chaque année, comme ces fonds ne sont pas utilisés, ils sont rapatriés en métropole et redistribués dans d'autres régions qui sont plus actives que la nôtre. Nous avons des obligations vers notre jeunesse. Il nous faut nous organiser pour qu'ils restent, parce que si on ne leur donne pas un point d'ancrage pour qu'ils continuent à rester en Guadeloupe, à travailler en Guadeloupe, à produire en Guadeloupe, eh bien, nous allons constater progressivement la disparition de notre population. Elle se réduit d'année en année, mais à un moment donné, elle sera à un tel niveau qu'on pourrait craindre que nous continuions à exister. On dit, et c'est une réalité, que ce sont les actifs qui cotisent pour payer la retraite de ceux qui sont en retraite. Mais si nous n'avons pas d'actifs pour payer la retraite, eh bien les retraités, à un moment donné, n'auront pas à percevoir leur retraite, puisqu'il n'y aura plus de fonds pour les financer. Alors, réveillons-nous, je leur dis encore, comme je l'ai dit samedi dernier, bougeons. Nous avons les éléments qui nous permettent de bouger et vous vous rendez compte que cet organisme national qui a une représentation locale, c'est une commission paritaire régionale qui est composée d'employeurs et d'organisations de salariés. Mais bougez donc. Pourquoi ne pas le faire? Il y a les sommes qui sont là disponibles. Alors, peut-être qu'on ne connaît pas suffisamment l'OPCO. Alors, je me propose de rencontrer les responsables et de leur faire venir ici à l'antenne pour qu'ils donnent d'une manière plus détaillée ce que je suis en train de vous dire, puisque je ne maîtrise pas leurs capacités. Mais je sais qu'ils financent notamment la formation des jeunes militaires. L'armée reçoit des fonds de l'OPCO. Les formations professionnelles réalisées par l'armée obtiennent également le financement de l'OPCO. Les CFA obtiennent le financement de l'OPCO. Autant de structures qui sont en place pour faciliter l'activité de nos jeunes. Et nous n'allons pas dire demain que les jeunes ne font rien, ils sont oisifs, mais ils resteront toujours oisifs si on ne met pas à leur disposition des structures, des éléments qui les empêchent d'être oisifs. Parce que, et puis, à cette réunion-là, il y avait l'ADOM. Vous savez, l'ADOM finance les voyages. Et que là aussi, l'ADOM dit qu'ils sont très peu sollicités. Ils ne sont pas sollicités comme on devrait l'être. Parce qu'on peut financer des formations en métropole et l'ADOM assure le voyage, voire même l'installation des jeunes qui partent en formation. Et quand on dit qu'ils partent en formation, on espère qu'ils reviennent en Guadeloupe pour travailler ou bien pour créer leur propre entreprise. Alors là, je vous assure que je ne vais pas lâcher le morceau, je vous le dis tout de suite. Je suis déterminé à faire bouger la Guadeloupe.
Alors, j'ai reçu une invitation aussi aujourd'hui qui a le président de région qui présente ses vœux à 10 heures. Je pense me libérer pour pouvoir aller entendre ce que le président aura à dire. Alors, je lis par exemple, actualité nationale, décision du conseil d'administration et effet d'impact en région. Déplacement, représentation paritaire nationale de l'OPCO. Accompagnement des réfugiés ukrainiens. Campagne de communication en alternance, 1000 CFA pour un lancement de l'appel à projet investissement CFA 2022. C'est leur bilan qu'ils présentaient hier. Hein? Alors, par exemple, je lis déplacement, représentation paritaire nationale. Une représentation paritaire nationale a prévu son déplacement pour rencontrer les CPR des DROM du 4 au 8 juillet 2022, île de la Réunion du 19 au 29 septembre 2022, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Donc ces gens-là sortent de métropole pour venir ici, pour nous conseiller, pour nous faire savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, et on ne fait pas. Et on dit que nos jeunes sont oisifs. Mais il faut arrêter leur oisivité, il faut leur donner les possibilités, au lieu d'être dans la rue, d'être sur des bancs quelque part, dans des centres de formation, pour qu'ils apprennent ce qu'il y a lieu de faire, pour qu'ils s'accrochent à quelque chose et qu'on leur ouvre un avenir. On ne peut pas les laisser dans la rue comme ils sont actuellement, alors que les structures existent pour leur empêcher d'être dans la rue. C'est ça l'important. Là, j'ai un jeune que j'ai présenté à un chef d'entreprise, un jeune qui a un CAP serrurier. Il a un CAP serrurier, c'est dans le domaine du bâtiment. Eh bien, ce jeune n'a pas encore totalement reçu l'agrément du patron. Mais j'ai fait la démarche pour lui trouver un patron avec la chambre des métiers. Alors je me pose la question, qu'attend ce patron pour donner suite à la formation de ce jeune? Parce que je serais vraiment abasourdi si demain j'apprends que ce jeune, pour lequel j'ai fait des démarches, se retrouve dans la rue. Non. Il nous faut nous réveiller, il nous faut faire des choses pour ces jeunes. C'est le moment ou jamais. Autrement, que pourrais-je dire aujourd'hui? Nous sommes un pays qui a des avantages. Il y a quelques inconvénients, certes, mais les inconvénients que nous avons proviennent précisément de notre incurie. Parce que si nous avons le problème de chlordécone, d'empoisonnement de nos terres et de l'eau, etc., c'est parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas été suffisamment vigilants et préventifs. Parce que comme la chlordécone est une substance qui était interdite ailleurs, nous nous sommes battus pour les avoir ici, pour développer la culture bananière. Mais le résultat est lequel? Certes, à un moment donné, nous avons vaincu un insecte, mais dans le même temps, on a pollué nos terres. Et la conséquence est que de par cette pollution, les eaux sont polluées, les terres sont réellement improductives, puisqu'on dit que cette molécule va durer au moins
des centaines d'années. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Mais cela est arrivé parce que nous n'avons pas été suffisamment vigilants. Nous sommes un département de France, nous avons des députés, des sénateurs qui doivent normalement nous défendre au niveau national. Nous avons nos élus locaux qui devraient à leur tour aussi être sur le terrain auprès de nos producteurs de canne à sucre, producteurs de bananes, producteurs de melons, producteurs de... Voilà, maintenant, on a un jeune homme qui se lance dans la production à grande échelle de la vanille. Mais nous devons être derrière ce jeune homme, avec son épouse. Il faut les soutenir pour que nous puissions avoir demain une véritable industrie tirée de la vanille. Moi, je me suis sacrifié financièrement pour créer la première production de melons d'exportation. Mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais on n'a pas voulu me suivre. Parce que dans mon projet, c'était faire le melon et transformer le melon. Faire des fruits, des jus de fruits, melons, des confitures de melon, des produits de beauté, pourquoi pas, cosmétiques avec le melon, parce qu'il y a toute une filière qu'on peut faire avec le melon. Mais on s'est contenté à produire de melon en état d'exporter. Alors qu'on aurait pu, à partir de melon, créer des petites industries, peut-être même artisanales, peut-être pas une grosse entreprise, mais des petites entreprises artisanales pour transformer le melon. Et l'idée reste toujours valable. Je le dis encore aujourd'hui, c'est une idée qui mérite d'être travaillée. Et là encore, nous créerons des emplois pour nos jeunes. Et nous ferons de la Guadeloupe un producteur de richesse. Parce qu'il ne suffit pas d'attendre que la France nous envoie chaque année un budget pour nous faire vivre. Il nous faut de notre côté nous lancer, faire de la Guadeloupe un pays où le peuple guadeloupéen se sent bien. Le peuple guadeloupéen s'engage, puisque nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des gens qui sont civilisés, nous sommes des gens qui ont été sur les bancs de l'école, qui ont été à l'université. Nous avons appris des choses et nous devons transmettre les choses que nous avons apprises. C'est ça la démarche. Autrement, nous disparaîtrons et que nous allons nous faire remplacer par substitution. Ça peut arriver. On dit que maintenant, il y a beaucoup de personnes d'autres pays qui nous rendent visite et qui restent. Mais ils restent parce qu'ils trouvent des places. Si nous occupions nous-mêmes les places, ils ne viendraient pas. Ou bien ils viendraient à un nombre plus réduit. Mais tant qu'on va laisser la Guadeloupe à volo comme elle est, où on fait n'importe quoi, et que seules les périodes électorales comptent, alors que la vie ne compte pas uniquement pendant ce temps-là, la vie est continue. Donc il nous faut nous agiter, il faut qu'on réagisse dans le calme et la sérénité, bien entendu. Pour voir ce qui se passe actuellement dans notre pays, à côté Haïti. Oui, la médaille que j'ai là, c'est une médaille qui a été délivrée par le président. Le président d'Haïti, parce que j'ai apporté ma contribution à un moment donné à ce que la paix revienne en Haïti. C'est le président Préval qui m'a donné cette médaille. Mais que voit-on maintenant? Depuis que le président a été assassiné, il y a 1 an et demi, aucun jugement n'est intervenu dans ce dossier. Et le vide est comblé.
non pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, puisque comme il n'y a pas réellement d'autorité, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de président, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de Sénat, tout est bloqué en Haïti. Et il y a un Premier ministre de facto, puisqu'il a été nommé, il n'a pas été installé comme le prévoit la loi, le président est mort entre-temps, mais la Constitution donne la marche à suivre. Il ne l'a pas suivi, il a mis ça dans un coin et il a agi à sa manière. Eh bien, résultat, la violence s'est installée, des gangs se sont créés, des armes sont entrées, et maintenant, la semaine-là, vendredi, jeudi, il y a eu une réunion de l'ONU qui essaie de trouver une solution pour envoyer une mission pour mettre la paix. Mais il n'y a pas de guerre en Haïti. Pourquoi une mission de paix? Il faut une mission pour clarifier la situation politique en Haïti, rechercher les auteurs de l'assassinat du président Jovenel Moïse, les faire condamner et ensuite proposer un plan de développement. C'est ça qu'il faut, un plan de développement. Ce n'est pas en envoyant un groupe de militaires venus d'un petit peu partout qui ne connaissent rien de la situation réelle du pays d'Haïti qui va régler le problème d'Haïti. Et à l'ONU, il y a une opposition qui s'est créée, puisque le représentant de la Russie, qui est au Conseil de sécurité, a pratiquement mis un veto pour qu'on constitue ce projet, ce groupe pour aller en Haïti. C'est un pays que je connais bien. J'ai toujours apporté ma contribution chaque fois que je suis sollicité. Mais il nous faut trouver une solution apaisante le plus rapidement possible parce que nous sommes dans la même région. Parce que quand les gens sortent d'Haïti, ils émigrent. Et ils vont où? Ils vont dans les autres pays de la Caraïbe ou ils essaient d'aller aux États-Unis. Le président Biden a ouvert une fenêtre en leur accordant 30 000 visas pour venir aux États-Unis, légalement. Éviter de partir dans les boat people. Mais là aussi, les choses ne sont pas tout à fait claires, puisque certains États aux États-Unis se sont un petit peu élevés contre cette décision de Biden et ils ne sont pas disposés à recevoir les 30 000 personnes que Biden pense pouvoir accepter aux États-Unis. Enfin voilà, mesdames, messieurs, je voulais vous dire tout cela. Comme je vous ai dit, le temps est beau. Vous avez parfaitement le droit d'aller prendre un bain de mer, un bain de rivière. Mais en y allant, rappelez-vous que vous êtes sur la route. Prudence, prudence, c'est mère de sûreté. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.